Bonjour à tous. En cas de crise, il est possible qu'à un moment vous deviez quitter votre domicile. Les centres d'accueil, c'est une destination possible à ce moment-là. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon expérience. En effet, dans le passé, j'ai dû m'occuper d'une petite dizaine de centres d'accueil lors de crises on va dire, de faible intensité. C'était des évacuations de camps scouts à cause de la tempête, c'était des inondations, c'était des vagues migratoires, c'était des incendies de résidence. Bref, dans le passé, j'ai déjà dû m'occuper, parfois même gérer ces centres d'accueil. Je vais donc vous faire part de mon expérience afin que vous puissiez mieux, on va dire, orienter tout l'univers de l'évacuation dans le cadre de votre préparation. Voilà, avant toute chose, les centres d'accueil, c'est qu'une possibilité pour votre évacuation. D'autres possibilités peuvent exister, hein. Vous pouvez aller chez des voisins, vous pouvez aller chez de la famille ou des amis, voire à l'hôtel. Honnêtement, si vous avez ces opportunités-là qui se présentent à vous, elles valent mieux qu'un centre d'accueil. Ça, c'est certain, vous allez pouvoir avoir un séjour avec beaucoup plus de commodité. Assurez-vous juste que les autorités savent où vous êtes, comment vous contacter et que vous avez bien été enregistré comme sinistré vis-à-vis de l'événement. C'est très important par après pour les primes et autres. Donc, voilà, l'hôtel chez la famille, c'est toujours un meilleur plan que les centres d'accueil et histoire de casser directement le fantasme qu'on entend parfois, les centres d'accueil, c'est 1000 fois un meilleur plan qu'aller tenter sa chance dans les bois. Voilà, vous êtes évacué, on vous demande de rejoindre un centre d'accueil. Sachez que dans ce centre d'accueil, les choses sont seulement en train de se mettre en place bien souvent. Les premiers intervenants arrivent et la priorité, ça va être de vous rassembler dans un bâtiment. Généralement, ce sera un bâtiment. Les centres d'accueil avec des multitudes de tentes, etc., c'est uniquement quand les capacités en bâtiment en dur, donc avec un toit, des murs, sont complètement dépassées. C'est bien plus simple de faire un centre d'accueil dans des bâtiments. Sachez que dans toutes les collectivités, les communes, les régions, etc., il est déjà prévu des endroits qui sont déjà désignés pour pouvoir, si nécessaire, ouvrir des centres d'accueil. Ça va être des écoles, ça va être des complexes sportifs, ça va être des salles de village, ça va être déjà des infrastructures où, comme j'ai dit, il y a au moins un toit, il y a déjà des murs, bien souvent il y aura le chauffage, bien souvent il y aura l'électricité, l'eau courante potable, souvent, et parfois, notamment lors des infrastructures sportives, il y aura également des douches. Sachez cependant, comme ça on en parle déjà, que tout ce qui est douche, tout ce qui est WC, généralement le nombre ne sera pas en suffisance pour pouvoir vraiment donner suffisamment de confort pour toutes les personnes qui vont être accueillies dans ce centre d'accueil. Donc la première priorité des autorités, ça va être de rassembler les différents sinistrés, et s'il y a des sinistrés qui décident d'aller ailleurs, au moins les enregistrer. Donc la première priorité des premiers intervenants, ça va être d'enregistrer, savoir qui est qui est avec combien de personnes. Dès lors, avoir vos documents d'identité avec vous va très certainement faciliter la chose dans un premier temps, mais également par après, quand vous allez devoir monter différents dossiers, par exemple pour les dédommagements ou autres. La prochaine priorité qui sera également là pour les premiers intervenants, c'est de soigner les petits bobos. Alors tout ce qui est blessure grave est généralement géré sur place dans un poste médical avancé avec des évacuations éventuellement vers l'hôpital, soit des évacuations directement avec l'hôpital, soit c'est après un séjour à l'hôpital ou après avoir été soigné au poste médical avancé que vous allez rejoindre le centre d'accueil, mais on peut se retrouver dans le centre d'accueil avec toute une série de petits bobos qui doivent être encore soignés. Donc voilà, pour les premiers intervenants et pour les autorités finalement, la priorité ça va être rassembler, enregistrer et soigner les petits bobos. Ne vous attendez pas plus, en tout cas dans la première heure. Alors assez rapidement, dans un deuxième temps, il va y avoir de l'eau qui va commencer à arriver, généralement de l'eau en bouteille, également du café, des soupes. Petite parenthèse à ce niveau-là, généralement, attendez-vous à ce que, par exemple, la soupe, le café soit préparé ailleurs et amené en thermo sur le centre d'accueil. Ça peut avoir un impact, simplement le fait de ne pas savoir produire de l'eau chaude sur place.
Dans notre centre de secours, on était assez proactif. On avait des bouilloires électriques, on avait des réchauds à gaz, on avait un générateur électrique qui partait directement dans la première vague. Donc dès la première vague, dès les premiers intervenants, dès la première heure, on était capable de produire de l'eau chaude sur place. Ce n'est pas toujours le cas ici, c'est parce que nous on était assez proactifs, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut poser un problème, imaginons si par exemple vous avez un bébé et vous devez réchauffer le biberon. À ce moment-là, dans les premiers moments, en tout cas, on n'arrivera pas à vous donner une solution à ce niveau-là, généralement. Ce qui va arriver assez rapidement, couverture en laine, bon, c'est pas grand confort, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas le Hilton, ça va être les bonnes couvertures militaires qui piquent, et quelques lits de camp. Nous, par exemple, dans la première vague, on était capable de mettre 20 lits, pas plus. Ça veut dire que probablement, il n'y aura pas des lits déjà dans l'immédiat pour tout le monde. Comment je gérais la situation? Moi, les premiers lits qui étaient installés, quand je dis lit, c'est un grand mot, hein, c'est généralement des brancards, des civières ou des lits de camp, hein. Comme je vous ai dit, ce n'est pas l'Hilton. Donc les premiers lits que je faisais monter, c'était pour créer dans un coin une infirmerie. Je mettais 2 ou 3 brancards ou lits de camp dans un côté juste pour l'infirmerie. Ensuite, je créais dans un coin qui était un peu plus tranquille, où on créait, il n'y a pas que moi qui gérais ce genre de situation, généralement on retombait chaque fois sur les mêmes schémas. Dans un coin tranquille, on mettait des lits à disposition, et même si généralement à ce stade-là, la relation entre les sinistrés est plutôt bonne, on instaurait déjà comme règle que c'était pour les enfants, que pour faire leur sieste, que c'était pour les personnes âgées ou des gens qui ne se sentaient pas forcément bien. Concernant l'attrait psychosocial, on pourrait déjà s'attendre à l'avoir rapidement. Sur papier, en tout cas, vous l'avez rapidement. Dans la réalité des choses, bien souvent, cet appui psychosocial, il tarde à venir. Je me rappelle d'une fois, on avait évacué un home de personnes âgées, simplement la chaudière déconnait, il y avait un gros risque d'intoxication CO. Les petits vieux, imaginez des petits vieux dans des hospices, ils étaient en train de pleurer, ils n'étaient pas bien. J'ai réclamé à ma hiérarchie un appui psychosocial, il m'était refusé. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a sorti les jeux de cartes et on a commencé à faire des jeux, des concours de couillons, de whist et autres avec nos petits vieux. On a su régler le problème comme ça. Mais voilà, ce n'est pas une règle générale, c'est une règle d'expérience que je vais vous donner. C'est plus l'événement pour lequel vous êtes sinistré est médiatisé, plus vite vous aurez un appui psychosocial. Moins il sera médiatisé, plus cet appui psychosocial sera inexistant, tardif ou insuffisant. Voilà, ça c'est après, voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait une petite dizaine de ces plans-là, de ces centres d'accueil et autres, et généralement c'est malheureusement ce que je peux constater concernant l'appui psychosocial. Donc voilà, après avoir été rassemblé, enregistré, soigné, on arrive à une deuxième phase où on arrive à pouvoir mettre de l'eau, du café, de la soupe aux gens, qu'on arrive à leur donner quelques lits et éventuellement un premier appui psychosocial. Troisième temps, généralement, voilà, le truc prend quelques heures à être réglé. Les premières fournitures en nourriture arrivent. Alors, dès le début, c'est clairement sandwich, hein. Ça va être des sandwichs, ça va être quelque chose qui va être fait, par exemple, par le centre public d'aide sociale ou autre. Voilà, ravitaillement à l'arrache, ça va être des sandwichs. Tout doucement, des lits supplémentaires vont commencer à arriver. On peut commencer à espérer, après 2 heures, 3 heures, avoir suffisamment de lits qui arrivent pour pouvoir fournir à chaque sinistré un espace de repos. Voilà, il n'y aura pas encore des cloisons entre les différentes chambres, ce sera encore tout le monde qui sera un peu mélangé, mais voilà, ça arrive. Généralement, les lieux, comme je vous ai dit, sont déjà bien choisis. Il y a toujours un peu de l'eau courante. Il y a déjà possibilité de se laver les mains. Si ce n'est pas possible, on va commencer à voir arriver des vachas avec de quoi avoir l'hygiène minimum. L'hygiène minimum, qu'est-ce que j'entends? C'est pas encore des commodités pour pouvoir prendre une douche, à part si vous êtes par exemple dans un hall sportif que c'était déjà présent. Non, non, c'est juste pour que les gens puissent déjà peut-être se laver les mains ou sans plus, hein, donc ça va être encore fort camping dans un premier temps.
Qu'est-ce qu'on va voir arriver également? C'est éventuellement les premiers services de l'État qui vont venir pour commencer à mettre en place une gestion psychosociale. Donc si dans un premier temps ils ne sont pas arrivés rapidement, ils vont quand même un moment devoir arriver, si ce n'est que pour collecter les enregistrements qui ont déjà été faits et pour voir un peu la suite des dossiers, des dédommagements, des mesures à prendre. Donc voilà, des assistants sociaux et autres vont commencer à arriver si ça n'a pas été fait dans un premier temps. Alors on va rapidement commencer à en voir un peu plus clair. Est-ce que les gens vont simplement devoir passer une nuit dans ce centre d'accueil? Est-ce que maintenant ce centre d'accueil va devoir accueillir les gens pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois? J'ai notamment opéré dans un centre d'accueil où on a dû transformer en vitesse un hangar tout à fait industriel pour en faire un centre d'accueil pour réfugiés. Le centre il était ouvert pendant plusieurs mois. Donc qu'est-ce qu'on va avoir par après? Donc là vraiment plus par après. Les premiers repas vont commencer à arriver, on va commencer à varier un peu plus, ça ne va plus être des sandwichs. Soit le centre d'accueil est relativement proche d'une cuisine, genre une cuisine d'école ou une cuisine du centre public d'aide sociale ou autre, et il y a possibilité de ravitailler tel quel, soit on va amener une cuisine de campagne sur place, donc fait par la protection civile, par l'armée ou par un civil, hein, ça c'est quelque chose qui peut être tout à fait tasqué à une entreprise civile qui font parfois très bien ça. C'est possible également que vous aviez déjà des cuisines, hein, si vous étiez par exemple dans une salle de fête. Attention que de toute façon, pour accueillir le nombre de personnes qui va être présent dans le centre d'accueil, cette cuisine va être limitée. Par exemple, tout ce qui est frigo, tout ce qui est congélateur, généralement c'est souvent vers les congelés, vers les produits frais qu'on va s'orienter pour nourrir les gens après quelques jours, après quelques semaines dans les centres d'accueil. Généralement, il n'y en aura pas assez dans la salle de village. Mais bon, tout ça va arriver par la logistique. L'État, encore une fois, a des plans qui sont prévus. Là, ça commence à aller un peu plus loin dans la planification. Il y a des communes qui sont très proactives, qui vont déjà très loin, qui ont déjà prévu beaucoup de choses. D'autres qui ont juste fait le minimum pour être en ordre vis-à-vis de la loi. Donc, c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Ce qui va arriver également, c'est que de plus en plus, les personnes qui organisent la vie, au début, voilà, on les écoute, c'est eux qui vont gérer tout de A à Z, et puis pour finir, par exemple, si vous êtes là pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est au sein des sinistrés que les choses vont commencer à s'organiser. Ce que nous on faisait typiquement, on demandait de désigner chaque fois un chef ou une chef de famille, et c'était vis-à-vis de ces responsables de famille ou responsables de rangée qu'on adressait éventuellement les quelques consignes, qu'on mettait en place certaines réunions afin de coordonner un peu la vie de tous les jours. Parce que bon, plus le temps va passer, plus la qualité de confort va augmenter. Il va commencer à avoir des machines à laver, il va commencer à avoir des jouets pour les enfants, on va commencer à arriver avec des tenues de rechange pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de partir avec leur tenue, qui étaient mal préparées. Ben, il y a des tenues de seconde main qui vont arriver. Donc plus les notions de confort et de temps vont avancer dans ce centre d'accueil, plus il y a des choses qui vont être gérées parce que finalement on va se retrouver aussi avec les premiers conflits. Typiquement, les enfants, clairement, il n'y a que quelques jouets, les enfants vont se disputer, même quand il y a beaucoup de jouets, les enfants se disputent, et puis évidemment les parents mettent leur grain de sel. C'est déjà des gens qui sont sinistrés, donc des gens qui sont déjà sur les nerfs, donc le ton peut monter très vite. Au niveau de la nourriture, voilà, il y a des gens qui ont des confessions religieuses différentes, qui n'acceptent... bon, voilà, le premier sandwich, généralement, il passe toujours. Hein, il n'y a personne qui râle. Tu vois peut-être deux, trois personnes qui retirent ceux qui ne désirent pas manger. Mais après un moment, les gens veulent manger en fonction de leur valeur. Donc tout ce qui est repas... halal ou autre, tous les végétaliens, voilà. Et là, il va commencer à avoir beaucoup de contestations, beaucoup de tensions vis-à-vis des organisateurs, vis-à-vis du cuisinier peut-être qui est présent et des sinistrés. Donc ça va être vraiment les premières choses à faire. L'hygiène, le fait de disposer ou pas d'un service de nettoyage, peut-être que les gens, je vais reprendre l'exemple par exemple pour le centre de réfugiés, on avait dû installer des corvées.
Rapidement, donc il y a des services de l'État qui vont se mettre en place, qui vont peut-être même rester sur place. Il y aura même un service de gardiennage qui va commencer peut-être à devoir se mettre en place pour justement gérer un peu toutes les tensions, etc. Donc on va se retrouver en fait dans un petit village où certaines décisions vont être prises en collaboration entre les sinistrés et les services de l'État ou les personnes qui sont en charge de l'accueil. Alors, quelle est la proactivité que vous pouvez faire? C'est assez marrant de voir qu'une fois que les gens sont avec une étiquette sinistrée, on a tendance à leur laisser cette étiquette-là. Donc, bien souvent, moi j'ai vu des gens, en tout cas de mes collègues, qui avaient peur de demander un coup de main, parce que voilà, la personne est sinistrée, ben, on va pas demander forcément un coup de main. Et l'inverse était pareil, dans les sinistrés, les gens étaient, oh, moi je suis une victime, il ne faut pas me demander un coup de main, hein. Tu es là pour gérer ton centre d'accueil, moi je suis la victime, je ne fais rien, j'attends le bec ouvert, que la nourriture me tombe dans le bec. Donc il y a un peu ces deux aspects-là qui sont dommages, et j'ai remarqué que souvent, à un moment, ben, il y a des gens qui d'initiative venaient nous donner un coup de main, soit parce qu'on leur demandait un tout petit peu, on faisait comprendre qu'on avait besoin d'un coup de main, soit ben, les gens d'initiative le faisaient, et généralement par l'exemple, d'autres personnes de bonne volonté commencent à aider les premiers intervenants à installer ce camp. Ce camp de fortune, ce centre d'accueil. Donc, si vous, un jour, vous vous retrouvez dans un centre d'accueil, bah, après avoir assuré que toute votre petite famille se porte bien, ben, n'hésitez pas à donner un coup de main. C'est par l'exemple, en fait, que vous allez inciter les autres sinistrés à également donner un coup de main pour l'installation de ce centre d'accueil. Et par après, évidemment, ben, vous vous serez mis dans un rôle où vous serez reconnu comme quelqu'un de proactif, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a à cœur l'intérêt privé, qui n'est pas là juste pour sa famille ou autre. C'est quelque chose qui aura beaucoup d'importance. Ne contredisez pas directement les gens qui vont être en charge de ce centre d'accueil. Ce sont souvent des gens qui ont parfois l'habitude de faire ça, ou même quand ils n'ont pas l'habitude, parfois le garçon, le responsable, il aura une checklist où il sera en contact avec quelqu'un qui va le guider dans les grandes étapes. Donc commencez pas à jouer déjà le contestataire en disant ouais moi je sais comment il faut faire parce que je suis un adepte de la préparation individuelle. Non, non, dans un premier temps, restez bien à l'écart. Donner un coup de main, mais dans les mesures de ce qu'on va vous demander. Si maintenant, par après, vous voyez que les gens ils sont complètement nuls, bah oui, à ce moment-là, n'ayez pas peur de prendre des initiatives, mais en tout cas, si à un moment vous prenez un peu le lead, ayez un lead bienveillant, n'ayez jamais un caractère trop autoritaire, ou voire même dictatorial, ça va vous revenir à la face par après, comme je vous ai dit, après quelques minutes, excusez-moi, après quelques jours, il y a des tensions qui vont commencer à s'afficher entre les gens. Voilà, donc c'était un petit retour de terrain, histoire d'un peu démystifier c'était quoi qui se passait dans un centre d'accueil. Ça peut avoir de l'importance, notamment dans tout ce qui est Bob, donc moi je ne suis vraiment pas convaincu qu'aller dans la verte c'est la meilleure des choses. Comme je vous ai dit, l'hôtel, la famille c'est très bien. Et dans un centre d'accueil, ben, je vous ai donné un peu l'ordre dans laquelle la logistique va se mettre en place. Voilà, en tout cas j'espère que cela a pu éventuellement vous éclairer. Passez une très bonne journée et surtout préparez-vous.